Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. J'espère que vous allez bien et que vous êtes à jour dans vos lectures parce qu'on va en remettre encore une bonne couche. Alors à ma droite, il est grand, il est fort, il est grand, il est beau et surtout il est grand. Il s'agit de Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jeff. Est-ce que tu vas bien? Je vais super bien. Super bien, genre Superman. Superman. Ok, ça c'est déjà pas mal. Ça commence bien direct là. Bah carrément, Ah ouais, mais ouais. carrément. Et à ma droite, il y a David, j'ai dit là à gauche, donc je vais dire là à droite, tant pis, c'est pas grave. C'est David, donc fondateur et trésorier de Bac à Sauce, qui sera aujourd'hui notre chroniqueur. Bonjour David. Bonjour Jeff. David. Est-ce que tu vas Bonjour. bien aussi? Nickel. Nickel. Ouais. Donc pas super nickel, mais nickel. Nickel. Super. Nickel. On peut pas Nickel. tous être super. Donc David qui tout à l'heure nous parlera des films méconnus de super-héros. Exactement. Voilà, donc tout un programme. Et donc on va commencer avec l'actu, Julien. Toujours. Toujours. Ouais, toujours. Avec plein Elle d'actu. commence par le cinéma et la grosse news depuis la dernière émission, c'est-à-dire l'arrivée de Spider-Man chez Marvel. Et oui, voilà, donc pour rappel, Sony avait les droits de Spider-Man, donc les droits cinématographiques de Spider-Man. Donc c'est eux qui faisaient les films et il y a maintenant une collaboration entre les deux, entre Sony et Marvel, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir en fait Spider-Man chez Marvel, mais aussi et surtout en fait que c'est donc Marvel qui va avoir les droits créatifs, donc la direction créative des prochains films Spider-Man, parce que oui, il y aura un prochain film Spider-Man en juillet 2017, sauf que ce sera Out Andrew Garfield, qui va être remplacé donc par un nouvel acteur. Sniff. Ou Sniff, voilà. Sniff. On ne sait pas, voilà, il y a des rumeurs comme quoi il serait afro-américain, bon voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, donc en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup on devrait avoir Spider-Man qui va débarquer. On ne sait pas quand exactement, on pense à Civil War sûrement. On verra à quel moment il débarque dans l'univers de Marvel. On note aussi que Sinister Six, donc le spin-off de Spider-Man, est toujours d'actualité. Il a peur repoussé, mais il est toujours d'actualité, il a bien existé. Et voilà pour Spider-Man. Et on en parle juste après, dans un débat enflammé. On enchaîne avec DC et Aquaman, qui arrive lui aussi dans Justice League, non pas Justice League, pardon, dans Batman contre Superman. Bon, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est Tout Justice ça, League, c'est un peu peu de Justice choses. League. quoi. Et qui sera interprété par Jason Momoa. On va se gourer. Donc c'est Zack Snyder, le réalisateur, qui a teasé une photo de l'acteur, en costume plus ou moins, avec unissez les 7 comme tagline. Alors unissez les 7, ça peut être soit les 7 membres de Justice League, soit les 7 royaumes d'Atlantis. On ne sait pas trop. Donc Aquaman qui arrive et qui aura lui après un film solo en 2018. Un petit point sur les trailers, le trailer des 4 Fantastiques, le film qui arrive mine de rien au mois d'août, le 5 août 2015, mine de rien, c'est bientôt. Donc réalisé par Josh Trank et le premier trailer est sorti. Voilà, vous pouvez le voir peut-être un lien par-ci par-là pour aller le voir. Et aujourd'hui même est sorti le trailer d'Avengers Age of Ultron, le trailer ultime, ça y est, c'est le bon, allez le voir. Et le film sort le 22 avril, c'est tout bientôt. On y sera tous, comme des fous. Oui. On enchaîne avec les séries télé, on parle un petit peu d'une série qui s'est pas trop fait de bruit par rapport aux autres. C'est Powers, adaptation du comic book de Brian Michael Bendis et Michael Avon Oeming, qui suit donc 2 policiers d'une brigade criminelle qui s'intéressent à des cas où il y a des super pouvoirs et des super héros. Donc la série arrive sur le PlayStation Network à partir du 10 mars. Donc voilà, pour les personnages, Christian Walker est interprété par Charlton Copley et Dina Pilgrim par Susan Hayward. Pour ceux qui connaissent, voilà, pour les connaisseurs. Et je finis les séries télé en disant que Agents of S.H.I.E.L.D., donc la seule série Marvel actuelle, avant que Daredevil arrive, etc., sera diffusée en France sur W9 à partir du 18 mars. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Ouais, très bonne carrément. nouvelle. On passe aux comics, accrochez votre ceinture, c'est la fin des New 52, annoncé par DC Comics. Oh. Donc je vous rappelle que DC bouge ses bureaux de la côte est à la côte ouest au mois d'avril et mai. C'est là qu'on aura l'event Convergence et après ça, fin des New 52. 25 des séries actuelles vont rester en place. Par contre, il y aura 24 nouvelles séries, ce qui amène à 49 séries plus 52. Donc voilà, c'est la fin des New 52. Alors au niveau des changements, c'est là qu'il faut accrocher votre ceinture. Geoff Jones quitte le titre Superman qu'il avait relancé avec John Romita Jr. Au scénario, on va retrouver Gene Luen Yang, alors que John Romita Jr. reste lui au dessin. Brian Hitch, l'excellent dessinateur d'Ultimate, notamment, va reprendre à lui seul la série Justice League of America. Ça va faire mal sur les délais, à mon avis.
Garth Ennis revient chez DC Comics avec John McCree pour une mini-série Section 8. Et enfin, Constantine devient Constantine the Hellblazer et sera écrit par Ming Doyle, qui est dessinatrice normalement, et dessiné par Riley Rossmo. Au niveau des autres titres, il va y avoir des transformations. Du genre, Batman et Robin va devenir Robin, Son of Batman, qui va se concentrer sur un personnage qui est peut-être revenu depuis. Voilà, bref. Red Hood and the Outlaws va devenir Red Hood Arsenal et Starfire, donc 2 séries. On a aussi Earth 2 qui va devenir Earth 2 Society. Niveau annulation, Supergirl et Justice League Dark, entre autres, sont annulés. Et pour une nouvelle série, donc là on y va, Black Canary, Batman Beyond, Cyborg, Green Lantern Lost Army, Dr. Fake, Martian Manhunter, Midnighter et We Are Robin. C'est plein de Robin, je pense que ça va être mieux. Et Batman Beyond, enfin. Voilà. Presque envie de dire enfin. Une vraie série. Bah ouais, quand régulière. même, il serait temps. Il y a pas mal de retours d'anciens personnages comme Dr. Fate. C'est ça qui va avoir leur série du coup, qui n'était plus trop avant, forcément, avec New 52. Ça peut être intéressant. Et les dernières, on finit avec les nouvelles mini-séries. Là aussi assez bizarre, on va avoir Batmite, la petite chauve-souris. Oui, c'est le petit truc. Ouais. Bizarro et Harley Quinn Power Girl. Bizarro. Voilà, des mini-séries assez particulières. Par contre, j'ai teasé tout à l'heure en parlant de Spider-Man. Donc, pour le débat qui arrive maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que c'est une si bonne chose finalement que Spider-Man rejoigne l'univers cinématographique de Marvel? Alors je demande ça parce que je ne suis pas forcément un grand fan, moi, de Spider-Man. Bon, c'est personnel. Ça se voit derrière toi. J'ai toujours un peu mal avec le j'ai Spider-Man et Iron Man, alors que les deux, c'est pas... mais par contre, je me demande du coup, on a un univers Marvel qui est déjà bien installé, des personnages qui ont déjà été, qui ont eu des films solo, etc. On va avoir un Civil War avec beaucoup de personnages Marvel. Est-ce que finalement c'est une si bonne chose d'avoir un Spider-Man qui arrive comme un cheveu sur la soupe comme ça? Et même si effectivement les gens ont vu les films de Sony, mais est-ce que de la produire comme ça, un peu à l'arrache, c'est une bonne chose? Alors, qui commence? Vas-y. Eh ben David, faisons-le parler un peu. Bah alors, c'est vraiment un problème qui se pose là, parce que vu qu'on a 2 trilogies, on va dire une trilogie, la trilogie de Sam Raimi, qui posait déjà certaines bases, et la trilogie avec plutôt les 2 films avec Andrew Garfield qui sont sortis et qui ont posé un nouvel univers derrière, qui avait déjà rien de cohérent entre les deux, on passe sur un Spider-Man qui fait partie de l'univers Marvel, mais qui arrive, comme tu disais, comme un peu un cheveu sur la soupe. Parce qu'il a une importance essentielle dans Civil War. Dans le comics, Dans le comics, parce qu'il est quasiment l'élément déclencheur de la guerre. De l'affrontement. Et là, du fait qu'on ait déjà dès le départ eu sur le premier film Tony Stark qui avouait être Iron Man, qui était un des éléments aussi de Civil War, on perd vraiment en importance et en intensité à ce niveau-là concernant le personnage. Donc il y a du bon, parce que ça reste un personnage emblématique, et ils sont obligés de le faire évoluer. Donc là on passerait d'un Peter Parker, qui était dans Civil War, s'ils veulent évoluer, on passera sur un Miles Morales, qui est totalement nouveau en termes d'univers, et qui fait pas partie de l'univers Civil War. Donc c'est assez particulier. Miles Morales qui est le Spider-Man de l'univers Ultimate, voilà. Dans les comics. Bah de mon côté, je vois pas vraiment en quoi c'est choquant, on va dire. Alors, de manière générale, bon, c'est clair que Spider-Man est très important dans Civil War, ça c'est clair, c'est une surprise pour personne. Mais à côté de ça, je vois pas pourquoi Spider-Man ne pourrait pas être intégré. Alors le personnage va arriver comme un cheveu sur la soupe, et alors, enfin c'est loin d'être le premier, quoi, je veux dire... Il y a plein de personnages qui ont été établis comme ça au fur et à mesure en ayant des films solo, et à côté de ça il y a plein de personnages qui ont été, on va dire, intégrés un peu en dessous de la manche, à l'arrache, quoi. Petit personnage. Je veux dire, pas un petit personnage. Bah, par exemple, Œil de Faucon avant qu'il apparaisse dans Avengers, c'était quoi? C'était 5 minutes d'entor. Allez, 10 minutes. Ouais. À 10 minutes près, je veux dire, si Spider-Man n'a pas ces fameuses 10 minutes avant d'être intégré dans Civil War, il n'y a pas vraiment mort d'homme pour moi, quoi. Puis en plus, le personnage est archi connu, tu l'as dit toi-même, 2 trilogies, oui, évidemment, 3 et 2, on va dire. Les gens ont vu les films. Ça devrait passer, quoi. Enfin, je veux dire. Après, le bon côté, c'est que les gens ne savent pas forcément que Spider-Man, c'est pas Marvel, en fait, et que c'est Sony. Ça, c'est vraiment un truc que les gens, souvent, ils nous demandent pourquoi Spider-Man n'est pas dans les Avengers. Bah, effectivement, parce qu'il n'y a pas les droits. Donc, ouais, je pense que le grand public, ça ne le choquerait pas plus que ça de voir apparaître. Après, tout va dépendre de comment ça va être géré. Alors, nous, on pense qu'il va arriver dans Civil War, ce ne sera pas forcément le cas non plus. Hein. Mais il ne sera pas au centre de Civil War. Évidemment que non, voilà, ça va pas être comme dans le comics. Ça va vraiment être Captain America et Iron Man, voire très Captain America. Donc s'ils arrivent à le placer un peu doucement, à l'introduire dans ce film-là, pourquoi pas. Ouais. Bah c'est ça en fait, ça dépend en fait, de l'arrangement qu'il va y avoir aussi entre Sony et Marvel. Je veux dire, si Sony donne Spider-Man en disant ok, vous en faites ce que vous voulez dans Civil War,
bah ça va être nickel. Maintenant, s'il commence à dire vous pouvez l'utiliser, mais vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça, bon bah là, c'est clairement mort. Vraiment l'aspect créatif du personnage. Normalement, pour moi, ça devrait passer. Ça peut aider à l'introduction de nouveaux personnages. Récemment, Hugh Jackman a déclaré qu'il aimerait bien incarner Wolverine jusqu'à sa mort. Il a dit ça il y a quelques jours. Et le fait de pouvoir introduire un personnage comme Spider-Man à l'intérieur d'un univers déjà établi, ça pourrait permettre à Hugh Jackman de pouvoir vraiment rejoindre les Vengeurs ou pouvoir avoir une importance dans l'univers-là, et donc d'être dans la continuité de l'introduction de Spider-Man. Sachant que c'est un petit peu le rêve de Hugh Jackman de pouvoir bosser avec les Vengeurs. Non, c'est sûr. Parce que quand on voit la continuité un petit peu de l'univers X-Men, on va dire que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue derrière. Alors qu'on a une continuité qui est vraiment réelle chez Marvel, chez Marvel Studios, et donc ça serait un personnage intéressant. Et il a tellement envie de continuer derrière qu'on a envie de le voir en Old Man Logan ou autre derrière. Et ça pourrait être génial par la suite. Non, c'est sûr. Bah, de toute façon, de manière générale, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'on aime les films Marvel ou non, enfin déjà qu'on les aime tous ou non, à la limite c'est un débat, mais par contre ce qu'on peut dire, c'est que les personnages, dans tous les cas, ils sont très bien gérés, quoi. Enfin, je veux dire, tous les films vraiment s'entremêlent. Alors, je veux dire, rien que par rapport à ça, moi, je suis plutôt confiant quant à l'apparition de Spider-Man, quoi. Ouais, ça, c'est clair. Il y a peu de choses qui se plantent, il y a ça comme ça, effectivement. En tout cas, il y a de très belles choses à faire maintenant, donc voilà. On est curieux, on attend ça avec impatience. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à nous envoyer ce que vous en pensez sur Facebook et Twitter. Exactement, sur Twitter, voilà. Vous pouvez participer sur Twitter avec le hashtag débat côté comics. Donc voilà, allez-y, lâchez-vous sur ce débat-là. Voilà, vous pouvez nous dire mais vous avez totalement raison, ou à l'inverse, voilà. Ouais, mais vous dites mais vous êtes à côté de la plaque. Ça ira très bien. Donc c'est à moi pour le tout sûr, c'est ça? Et pas du tout. Et pas du tout. Un jour on y arrivera, je te jure qu'un jour on y arrivera. C'est David. Et non, c'est David, c'est Monsieur David. Donc il va nous parler des films un peu oubliés finalement, qui sont passés par la petite porte. Voilà, on va dire, j'ai appelé ça les inconnus du fond de la classe. Oh, c'est beau, okay. Beau. Quand je pense que j'ai failli sauter ça, quelle honte. Et bah oui, comme je disais, on a eu pas mal, déjà dans les années 80 et 90, pas mal de films de super-héros qui ont été faits, que ce soit les Superman de Richard Donner ou que ce soit les Batman de Tim Burton, qui ont été des gros succès, même s'il n'y a pas eu, on va dire, des grandes merveilles. Je pense surtout à Superman 4, par exemple, qui était, on va dire honnêtement, une daube. C'était le meilleur vilain, l'histoire des vilains, arrêtez. C'était trop non. C'est Nuclear Man? Non, oui, c'est ça. Mais je voulais vraiment en parler des adaptations, on va dire, un petit peu plus méconnues, sachant qu'on sait que le film est sorti, mais on ne sait peut-être pas que c'est tiré d'un comics. Je prends l'exemple de Wanted, de Mark Millar, qui est quand même un des grands dessinateurs de la fin des années 90 et 2000, et du film de Timur Bekmambetov, qui est sorti en 2007 ou 2008 de souvenir, avec un James McAvoy pré-X-Men et un Chris Pratt pré-Guardian of the Galaxy. On avait ici, on va dire, un comics et un film qui sont totalement en opposition. À part le titre et les personnages, on a vraiment deux films qui sont, deux univers qui sont totalement différents. Parce qu'on parlait, le pitch du comics c'est très différent parce qu'on avait ici, il y a 20 ans, c'était une grande guerre qui s'est passée entre super-vilains et super-héros. Et donc, pour une fois, ce sont les super-vilains qui ont gagné et ils ont réussi à éradiquer complètement de la surface de la Terre toute référence et souvenir sur les super-héros. Donc le seul souvenir qu'on a des super-héros, c'est à travers les comics. Et on assiste là à l'histoire d'un gamin qui doit devenir le successeur de son père, qui était The Killer, le meilleur assassin de tous les temps, et qui devait devenir prendre la succession au sein de la guilde des super-vilains. Et on a à l'intérieur des personnages hauts en couleur, comme Gros Con, Tas de Merde ou Johnny Debeat. On peut pas l'inventer, et c'est vraiment comme ça que Mark Millar a voulu créer son univers. Mais après, on a d'autres univers beaucoup plus adultes. Je pense à History of Violence de David Cronenberg, qui est à la base tiré d'un comics, et qui est vraiment un comics basé sur le réel pour une fois. Parce que c'est vraiment l'histoire d'un homme qui a voulu refaire sa vie, mais qui se retrouve rattrapé par son passé. Et on a vraiment un film très noir, qui est vraiment aidé par le trait du dessin,
qui est très haché et en noir et blanc. Donc on a un univers qui est très froid et très déprimant et qui suit bien la trame de l'histoire. Après, il y en a d'autres qui ont eu moins de chance. Il y a The Boys, le comics de Garth Ennis, qui est vraiment sur la bande d'arrêt d'urgence depuis plusieurs années. Simon Pegg, qui avait inspiré le design du personnage principal Yugi, toujours motivé pour incarner le personnage de Yugi. Et The Boys, c'est vraiment un film qui a du mal à se faire, parce qu'il va totalement à l'opposition du monde du comics actuel. Parce que The Boys, c'est une uchronie où la société est gérée par des super-héros façon Ligue des Justiciers, mais qui est sponsorisée par une multinationale. Voilà, et on est un peu plus corsé aussi. Voilà. Et comme tu dis, qui ont des penchants, on va dire, assez louches. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que t'as le bon côté des super-héros, du genre on sauve tout le monde, mais t'as aussi, on a des pouvoirs, alors ça va être la teuf toute la journée. C'est graphique en même temps. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, les Boys, qui sont mandatés par la CIA pour gérer un petit peu le côté, les penchants un petit peu déviants des super-héros. Un petit peu. Et je vais terminer par une œuvre qui me tient à cœur, qui est Scott Pilgrim, un comics de Brian Lee O'Malley, qui a été adapté dans un film que pour moi je trouve magistral, sachant que c'est Edgar Wright qui a réalisé le film, qu'on connaît pour la trilogie du Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et donc le film se fixe sur le premier volume du comics, donc Scott Pilgrim vs. The World, où il essaye de pouvoir sortir avec la fille de ses rêves, Ramona Flowers. Et donc on est vraiment sur ce film dans le summum de la pop culture et de l'utilisation des références de la pop culture. Entre le générique qui commence directement en son 8 bits, les différentes incrustations vidéo qu'il y a à l'intérieur, le P-Meter ou autres références. C'est-à-dire que le comics à la base est en jeu vidéo, enfin, c'est une sorte de jeu vidéo. Voilà. Le comics est déjà très inspiré du jeu vidéo, sur le système d'évolution des personnages qui acquièrent des capacités. Et des combats, etc. Et des combats. Et donc on a vraiment cet univers qui est bien repris à l'intérieur. Et on a vraiment une utilisation aussi de pas mal de références, que ce soit avec les musiques de jeux vidéo et autres. Et c'est vraiment, étonnamment, un des rares films où tu as un gros rassemblement d'acteurs qui ont joué dans des films de super-héros. Ce qu'on arrive à trouver dans ce film-là, 3 acteurs qui ont joué dans un film de super-héros. On a Chris Evans, donc connu comme Captain America, Brandon Routh, qui joue maintenant dans Arrow et dans Flash, mais qui a incarné Superman dans Superman Returns. Évidemment. Et aussi Dylan Dog, qui est aussi un comics italien, un fumetti italien. Et on a Thomas Jane qui a incarné donc le Punisher. Le Punisher, oui. Et donc ils ont tous incarné un jour ou l'autre un personnage de comics et on retrouve dans un film qui est adapté d'un comics. Donc c'est vraiment un cycle qui se continue. Donc moi j'espère que j'ai réussi à vous motiver à lire des trucs que vous avez peut-être pas, que vous aviez peut-être pas envie. Bah surtout les gens. Hein. Nous évidemment donc, on a tout lu depuis mais très longtemps. On connaissait par cœur. Tout lu. T'as Scott Pilgrim sur le bout des doigts. J'avais pas le choix avec Julien, de toute façon. Non, mais c'était cool. J'ai appris 2-3 trucs quand même, c'est bien. J'enchaîne, on passe aux sorties comics de début mars. 2 titres de All New Marvel Now. Voilà, c'est ce qui est Marvel Now, il y a All New Marvel Now. Donc 2 titres qui sortent en 100% Marvel. Le premier, c'est Elektra. Donc, écrit par Adam Blackman et dessiné par Mike Del Mundo. Alors, un titre vraiment très très sympa. Un scénario solide, des vilains vraiment originaux. C'est vraiment une très bonne histoire. Mais alors surtout, ça vaut le coup pour les dessins. Donc vous le voyez là, cette double page par exemple, c'est juste magnifique. Donc rien que pour les dessins, achetez-le. Voilà. C'est rare que je dise ça, mais là pour le coup, c'est vraiment. Donc on prend le bouquin, on regarde, on range. Non, c'est aussi très très bon. C'est aussi très bon. Voilà. Donc je lui conseille fortement. L'autre série, c'est Surfeur d'argent par Dan Slott, scénariste actuel de Spider-Man depuis des années maintenant, et Michael Red, connu pour Mad Men, très bon dessinateur. Donc là, c'est une très belle série, c'est une sorte de Doctor Who en fait. Un Silver Surfer à la sauce Doctor Who, qui a beaucoup plu, qui a été publié précédemment dans Marvel Universe hors série 15, et qui est donc là relié en librairie. Là aussi, c'est une belle série à découvrir. En page chez DC, là c'était Panini. On m'a dit de citer l'éditeur, à chaque fois j'oublie. Donc voilà, Panini Comics pour les 2 titres. Urban Comics de son côté sort la série hebdomadaire. Ça ne sera pas hebdomadaire en France, elle est aux États-Unis, hebdomadaire évidemment. Batman Eternal. Donc là en fait, c'est donc une série qui sortait chaque semaine et qui va un peu avoir une intrigue sur le long terme, avec toute la galerie de personnages de Gotham City, beaucoup d'ennemis de Gotham City, de Batman. Et c'est vraiment une très bonne série. Voilà. On pourrait croire que comme elle est hebdomadaire, elle a moins d'importance, etc. Ce qui n'est pas le cas du tout. C'est bien construit, on ne se lasse pas, le rythme est bon.
Et donc je conseille fortement, les scénarios sont dirigés par Scott Snyder. Il y en a plein, il y a James Tynion 4, John Lehman, Ray Fawkes, Kyle Higgins, Tim Seeley. Et au niveau dessinateurs, il y en a plein aussi qui sont dirigés par Jason Fabok. Ça sort le 6 mars, on a les 13 premiers numéros sur 52. Je finis avec American Vampire tome 7. C'est le début du second cycle, parce qu'il y a eu 2 cycles en fait. Enfin, le premier s'est arrêté. Le tome 6, c'était une sorte de... en attendant le tome 7 en fait. C'était plein d'artistes qui faisaient une anthologie, qui était vraiment très sympa. Donc là, on reprend sur la série principale. Donc, je rappelle que ça suit les vampires américains, une nouvelle race de vampires, et que c'est surtout un comics qui s'intéresse aux différentes périodes des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. C'est un des meilleurs travaux de Scott Snyder pour moi, clairement, voire le meilleur. Toujours très bien dessiné par Raphaël Albuquerque, et là c'est du coup les années 60, en pleine guerre nucléaire. C'est toujours de très bonne qualité, donc allez-y, achetez ce 7e tome. Ou le premier si vous n'avez pas acheté le 7e, du coup il faut tout faire, mais allez-y. Et bah écoute Jeff, je crois qu'il reste plus que toi. Boum, allez, cette fois on s'est pas trompé. Donc moi j'ai fait un petit sujet un peu différent des autres fois, faut le dire. Au lieu de prendre un univers bien en particulier, j'ai pris plutôt une thématique, et j'ai choisi le super pétage de plomb des super-héros. Le super pétage de plomb. Le super pétage de plomb. Et il y a pas mal de bouquins quand même, faut être honnête. Ouais, donc on a fait une petite sélection. On va commencer par Identity Crisis, donc à savoir crise d'identité, voilà, qui est chez Urban Comics. Il est tout beau, il est gros. Alors, l'histoire c'est plutôt simple, c'est la femme d'un super-héros qui est Elastic Man, je crois. C'est ça. Qui se fait tuer. Et donc il y a tous les super-héros qui pètent un plomb. Alors pourquoi? Parce que... Non, je l'ai fait violer. Ah non, c'est l'inverse, pardon. Je commence par la fin de l'histoire, c'est ça? C'est ça. Mais c'est bien en fait, tu vois? Ouais. Ça, je fais ça un peu suspense, après t'expliques pourquoi. En gros, elle se fait tuer et il y a tous les super-héros qui pètent à plomb parce que finalement, c'est leur côté humain qui se fait attaquer. C'est vraiment au niveau de leur identité secrète qu'il y a un problème, quoi. Et c'est pas le super-héros qui se fait attaquer, mais bien le civil. Et par rapport à tout ça, on apprend qu'il y a eu pas mal de choses, justement, comme le dit Julien, au niveau de la Justice League, et qu'il y a une histoire sombre qui va être révélée, et notamment Batman, à qui on a effacé totalement la mémoire, parce qu'il avait pété un plomb lorsqu'il a vu que la Justice League a fait quelque chose qui n'était pas bien. Lorsque Batman va s'en rendre compte, il va repéter un câble. C'est tout un bordel, c'est très bien ficelé, c'est une très bonne lecture, peut-être même une des meilleures histoires concernant la Justice League. Ouais. C'est vraiment un incontournable. Donc dispo chez Urban Comics, n'hésitez pas. Toujours chez Urban Comics, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la Tour de Babel. Alors très rapidement, en gros, c'est Batman qui met en place une série de plans pour arrêter chaque membre de la Justice League au cas où il tenterait de passer du mauvais côté, on va dire ça. Seulement, il y a Ra's al Ghul qui s'empare du plan et qui du coup défonce chaque membre de la Justice League un par un, quoi. Alors lorsque la Justice League apprend que la cause de tout ça, finalement, c'est Batman et ses idées un peu tordues, ils n'étaient pas super contents forcément, et c'est tout un bordel pour ensuite reprendre le dessus, quoi. Vous avez ensuite Emerald Twilight. Alors là, c'est déjà un peu plus délicat à trouver, notamment en France, parce que Urban Comics ne s'en est pas occupé, et Panini Comics, ça commence à remonter. Panini Comics n'ont pas sorti non plus, il me semble. Ils n'en avaient pas sorti, même pas dans les kiosques. Je ne sais même pas si c'est vraiment sorti en France. Donc c'est pour les lecteurs de VO pur et dur. Alors comment ça se passe? En fait, Emerald Twilight, c'est un peu de choses près tout de suite après la mort de Superman. C'est-à-dire que il y a Coast City, la ville de Hal Jordan, qui est rasée par Mongul. Du coup, Hal Jordan, il va pas être content, il va avoir le fameux pétage de plomb, mais un bon gros pétage de plomb. Et en gros, il va massacrer tous les Green Lanterns qu'il va trouver, il va essayer d'aller voir les gardiens de la galaxie. Et c'est suite à ça qu'il perd son fameux statut finalement de super-héros. Alors techniquement, il devait tomber vraiment en disgrâce par rapport à ça. C'est juste que finalement DC a dit que bon, ça serait bien qu'il soit de nouveau sur le devant de la scène. On appelle Geoff Jones, qui crée son Green Lantern Renaissance, et qui crée du coup toute l'histoire avec Parallax en disant que ouais, mais finalement c'était Hal Jordan, mais pas tout à fait lui. Et c'est grâce à ça qu'il a pu un peu sauver la mise. Il est déjà Parallax avant quand même, dès qu'en fait il récupère tout le pouvoir de la batterie centrale. De la batterie centrale. Donc il est déjà, après il y a le Spectre, etc. Et c'est Geoff Jones qui va lui remettre de l'ordre là-dedans, mais Parallax c'était déjà... Et donc ensuite, il y a le fameux X-Men Renaissance, Green Lantern Renaissance, et qu'après il y a la série Green Lantern qui va pouvoir continuer, quoi. Au niveau Marvel, vous avez House of M, hop là, et ce qu'il y avait un peu de choses près avant, à savoir Avengers, la séparation. Ça je préfère. Ça tu préfères? Ah ouais. D'accord, est-ce que tu veux le présenter du coup? Rapidement, c'est donc Magneto. Qui a deux souvenirs. C'est Magneto qui a créé son, on va dire sa propre lignée. Et donc sa fille, la sorcière rouge, donc Wanda Maximoff. C'est ça, ne va pas être très contente. Ne va pas être très contente.
et va créer une faille au niveau de l'espace-temps. Et donc va faire disparaître tous les super-héros. Et donc il va en rester une poignée. Tous les mutants. Tous les mutants, pardon, oui, Ouais, tous les mutants. Ouais. Et il va en rester une poignée à l'intérieur qui vont essayer de survivre. C'est ça. Contre la lignée des Maximoff, la House of M. C'est ça, oui, il reste à tout casser 200 mutants, je crois. Quelque chose comme ça. Je crois que c'était Donc, 160. On mélange un petit peu quand même, là, je trouve. Non, là, c'est bien House Non, of mais M. Scarlet Witch crée une réalité alternative. Oui. Effectivement. Et c'est là où elle donne où la House of M, donc c'est Magneto, effectivement, qui domine, etc. Les super-héros ne savent plus qu'ils sont super-héros. Et il n'y a que Wolverine qui s'en rappelle, etc. Il y aura un nouveau combat à la fin. Et c'est là que Scarlet Witch va dire, il y en a marre de tout ça, plus de mutants. C'est là qu'effectivement, il n'y aura plus que 200 mutants ensuite. Et tout ça, ensuite, ça va s'enchaîner avec Civil War, donc on a déjà parlé. Là aussi, il y a pas mal de petits pétages de plomb au niveau des super-héros. Notamment Iron Man qui va bien galérer quand même, mais rien que par rapport au retour de Thor. Il y a pas mal de choses très sympathiques à lire. Alors au niveau indépendant, vous avez aussi The Cape, chez Milady Graphics, qui est très très bon. Vous avez Irrécupérable pour Delcourt et Absolution chez Glénat. Alors tout ça, c'est à nouveau des super-héros qui vont péter un plomb. The Cape le montre de manière très sympathique aussi, avec des scènes assez choquantes. C'est à lire, c'est quand même très très bon à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et le tout dernier en date qui est sorti, à ma connaissance, il s'agit d'Injustice. Hop là, donc là j'ai le tome 1, mais le tome 2 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et en gros, dans cette version alternative de l'univers de DC, il y a le Joker qui fait un peu plus de mal que d'habitude, ouais ça arrive, et donc il tue Lois Lane. Superman n'a pas le self-control de Batman, il tue le Joker et c'est le début de l'anarchie. Mais en gros, il y a tous les super-héros qui disent « maintenant vous êtes des gentils » ou « ça va chier ». En gros, voilà. Voilà, si vous avez d'autres lectures, n'hésitez pas à le signaler sur Facebook. Ça, c'était pour ma petite sélection à moi. Voilà. Allons-y. Alors, nous vous avons demandé dernièrement si Rick était un personnage encore indispensable dans The Walking Dead. Alors, vous avez été très nombreux à nous répondre, forcément. Dès qu'on met Walking Dead, ça marche plutôt bien, quand même. Hein. C'est à noter. Il faut expliquer quand même que tu fais un petit rappel de Rick. Oui, alors la question déjà avait tout son intérêt, mais c'est surtout par rapport au tome 22 qui présente quand même un petit changement d'ordre physique et psychologique pour le personnage de Rick. C'est vrai qu'il y a une ellipse temporelle entre le 21 et le 22. Le 22 montre une méga claque par rapport à Rick. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là, est-ce qu'il sert encore à quelque chose? Donc on vous a posé cette question. Et j'ai fait mon petit top 5 de vos réponses. Alors, on va commencer avec Sonia qui dit « Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il dégage ». Au moins, c'est clair, concis, c'est beau. Clair. Ensuite, il y a Jordan qui nous dit « Non, pas choqué, Karl est un personnage qui peut prendre la place de son père ». C'est un peu les deux avis en même temps. En même temps, pour avoir 5 avis clairement différents, c'est un peu plus délicat. Ensuite, il y a Julien qui nous dit « Indispensable ». Rick est indispensable. The Walking Dead, ce n'est pas une histoire du monde envahi par les zombies, mais l'histoire de Rick qui se réveille dans un monde envahi de zombies. Il est l'histoire principale. C'est Julien qui dit ça? C'est Julien. Ça, alors là, Julien, comme ça. Non mais il y a totalement... C'est bon, on arrête. Il y a une petite connexion, c'est ça? Ensuite, il y a William qui nous dit « Je pense que Rick a fait son temps. Le monde de Walking Dead est tellement riche qu'il peut continuer sans Rick. Mais étant donné que Kirkman a commencé la série par son réveil, il se terminera avec Rick, je suppose. » C'était une des grandes théories, effectivement. Et enfin, on a Greg, qui est, selon moi, donc la top réponse, qui nous dit « Rick n'est plus celui qu'il était physiquement. » Et c'est... J'ai la honte, j'arrive pas à me relire. Alors, Rick n'est plus celui qu'il était physiquement. On lui a dit juste avant l'émission. C'est vrai, en plus. Comme un cochon, tu vas pas te relire. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il est difficile de rester attaché à un personnage sur le déclin. Il a pour moi perdu de sa superbe et a de plus en plus de mal à être un symbole. On ne peut être que d'accord. Très honnêtement, s'en débarrasser, pas d'une façon dégueu ou ridicule comme certains personnages, ça serait pas un mal. Qu'il reste un symbole pour une action plutôt qu'une infamie. C'est parfait comme réponse. Mais merci, Greg. Merci, Greg. Voilà, tu es d'accord avec Greg. C'est ça. Ah, donc le Julien... Non, je suis pas d'accord avec Greg. Je trouve que sa réponse est belle. Elle est... Voilà. Non, je suis d'accord avec Julien, moi. Pour moi, c'est l'histoire de Rick. C'est ce que Kirkman a dit au départ, en fait. Il disait que c'est vraiment l'histoire de Rick, l'évolution selon Rick, et que ça finit avec lui. Et je pense que c'est pour ça. Je vois pas ce qui vous embête. Rick, il est cool. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il évolue comme personnage, quoi. Voilà. Il est moins impressionnant maintenant. Je sais pas, mais... C'est l'évolution d'un personnage, quoi. C'est ton avis, David. C'est beau sur un personnage. Moi, je serais plus de l'avis de ta dernière... Donc Greg. De Greg, ouais. Parce que... Bien joué, Greg. Pour moi, Rick, c'est un personnage qui était à la base et qui a servi d'élément introducteur.
Et donc maintenant, The Walking Dead, comme il était dit, c'est un univers qui est tellement vaste qu'on peut passer sur sur d'autres personnages. Et Rick, oui, on peut lui donner une belle mort, mais l'univers peut continuer par lui-même. Et écoute David, c'est la voix de la sagesse. On n'est pas obligé de le tuer toutefois. Bon, voilà, bref. Donc bah voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. C'est vite. Eh ben oui, c'est passé vite. Très vite. C'est passé très vite. J'aurais peut-être dû galérer encore un peu plus à lire. Je pense. Ça aurait duré 1 heure de plus, ça aurait été bien. On peut inventer un truc, hein, non, non, c'est fini, c'est fini. Donc j'espère que vous avez profité, que vous avez appris plein de choses. Et de notre côté, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Ciao, ciao tout le monde, plein de bisous. Ciao, 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 ciao.